Denis de Belleval, bonjour, bienvenue à Mémoire. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance? Dans quel milieu vous avez grandi? Mes deux parents étaient fonctionnaires. Évidemment, à cette époque-là, quand les femmes se mariaient, quittaient leur fonction précédente. Alors, et mes parents n'étaient pas très, très fortunés. Par contre, mon père avait été très impliqué sur le plan politique, en particulier sur les nouveaux mouvements qui critiquaient à la fois les libéraux de Taschereau et qui n'étaient pas encore ralliés à Duplessis. Mm-hmm. Alors, j'ai été élevé dans un milieu où la politique était discutée souvent. Oui. Vous viviez dans quelle région? Ici même, à Québec, dans plusieurs quartiers, parce que ma mère avait la bougeotte. Alors, on changeait souvent de quartier. La chose la plus importante à cette époque-là qui s'est passée, c'est que finalement, un prêtre a accepté de payer ma scolarité au Petit Séminaire de Québec, parce que mes parents n'avaient pas le moyen de m'envoyer au Petit Séminaire de Québec. Alors, j'ai fait donc ce qu'on appelait à l'époque le cours classique. Oui. Avec le latin et le grec et toutes ces choses. Finalement, en 1960, j'ai eu mes diplômes, le premier diplôme de ce qu'on appelait le baccalauréat SR à l'époque. Mm-hmm. Puis j'avais fait en même temps un baccalauréat en philosophie, parce que j'étais un élève un peu indiscipliné d'une certaine façon. Et on m'avait envoyé à la faculté de philosophie parce que je critiquais trop les cours d'apologétique, par exemple, avec les 5 preuves de l'existence de Dieu et toutes ces choses pour lesquelles j'étais assez critique. Alors, pour se débarrasser de moi et d'une couple d'autres, on m'avait envoyé en philosophie de l'autre côté, où je me suis retrouvé en philosophie scolastique. Mm-hmm. Alors, je suis devenu le seul finissant en sciences sociales sur 93 finissants. À l'époque, il y avait encore sur 93 finissants 23 prêtres. On est en 1960. Et au Petit Séminaire de Québec, en 1965, il n'y aura plus aucun prêtre, aucune vocation religieuse. Alors, je suis entré donc dans la vie professionnelle à un moment où s'effectuait, au fond, la transition réelle entre l'ancien régime et le nouveau, si l'on peut dire. Oui. Est-ce que vous en aviez conscience à l'époque? Pas autant que j'en ai eu conscience auparavant. Oui. La première fois que j'en ai eu conscience, c'est quand j'ai été nommé ministre de la fonction publique par René Lévesque dans mon premier mandat en politique. Et peu de temps après ma nomination, d'anciens religieux sont venus me voir, dont d'anciens collègues du Séminaire de Québec, qui s'étaient retrouvés sans moyens financiers quand ils avaient quitté la vie religieuse, après avoir souvent enseigné pendant de nombreuses années. Oui, ils se retrouvaient sans aucune fonds de retraite. Et on m'a demandé de bonifier, ni plus ni moins que leur régime, parce que désormais, ils étaient dans le secteur public. On a rédigé une loi que j'ai présentée à l'Assemblée nationale qui a bonifié leur capacité à améliorer leur fonds de retraite. Oui, oui. Et là-dedans, il y avait donc de mes anciens confrères. Et là, on réalisait vraiment qu'il y avait eu un changement radical. Beaucoup de prêtres et de religieuses avaient quitté les ordres. Mm-hmm. Alors, non seulement il n'y avait plus de nouvelles vocations, mais en plus, ceux qui avaient déjà eu la vocation, ceux et celles qui avaient déjà eu la vocation, avaient quitté le secteur religieux. Mm-hmm. Alors, on est en 76, 77, et ça m'avait évidemment beaucoup frappé.
On appelait ça la Révolution tranquille. C'était un aspect très important de la Révolution tranquille, où on passe d'un monde très religieux à un monde séculier. Et ça se fait d'une façon sans grande discussion. Quand on crée le ministère de l'Éducation, mon premier emploi, c'est je vais devenir secrétaire d'Arthur Tremblay, qui était membre de la commission parents et qui est le premier sous-ministre de l'Éducation. Et il me raconte que quand on a créé le ministère de l'Éducation, il y a un certain nombre d'évêques qui n'étaient pas de bonne humeur. Ah oui. Et qui avaient fait des pressions en sourdine. Et c'est le cardinal Leroy qui avait calmé tout le monde. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir la fonction publique? J'étais à l'université, donc en sciences sociales, à Laval, et plusieurs de mes professeurs, comme Roch Bolduc ou Claude Morin, qui va devenir ministre lui-même, sont mes professeurs. Je deviens aussi directeur du Carabin, le journal étudiant. Et donc, je suis impliqué beaucoup dans les discussions à l'université. Et mes profs, j'ai des profs comme Léon Dion, qui, je deviens un peu leur mascotte. Et finalement, après mes études universitaires ici à Laval, je vais aller faire 2 ans à Londres, au London School of Economics. Ils me disent, Denis, quand vous revenez, vous venez nous voir, parce qu'on va avoir on va avoir besoin de vous. Et justement, je suis revenu en 66, 67, et on m'a offert d'aller au ministère de l'Éducation pour travailler dans l'équipe qui mettait sur pied les futurs collèges d'enseignement général et professionnel, les cégeps. Alors, par un biais dont je passe les détails, je suis devenu secrétaire d'Arthur Tremblay. Alors, imaginez-vous, c'est mon premier emploi véritable, et je suis le secrétaire d'un des personnages les plus importants de la Révolution tranquille, avec, évidemment, le ministre qui a fondé le ministère de l'Éducation, enfin, Paul Jurin-Lachois. Et alors, c'est comme ça que je suis entré dans la fonction publique. De fil en aiguille, bon, je me suis spécialisé dans le domaine des transports, alors que j'avais aucune compétence initiale là-dedans. Je suis un diplômé de sciences sociales. On va me confier le dossier du nouvel aéroport international de Montréal, de ramasser la documentation et puis de préparer des mémos pour établir la politique du gouvernement pour le choix du nouvel aéroport. Pour le choix d'un site? D'un site. Okay. Et à cette époque-là, le gouvernement fédéral, le premier choix, ça avait été un aéroport qui était situé à la frontière du Québec et de l'Ontario. Alors, le gouvernement de l'Union nationale de l'époque avait refusé. Alors là, il fallait trouver la position du Québec. Le fédéral a dit, mais qu'est-ce que vous proposez si ce site-là? Et c'est comme ça qu'Arthur Tremblay, qui était devenu président de l'OPDQ, que j'ai suivi, m'a confié le dossier. Et puis, de fil en aiguille, bon, pendant plusieurs années, finalement, j'ai été mêlé au dossier des transports en commun, aéroportuaires. Est-ce que vous aimiez ça? J'adorais ça, évidemment. Et finalement, on s'est retrouvé avec le gouvernement de M. Bourassa. Et là encore, j'ai continué dans le dossier de l'aéroport parce que M. Marchand, qui était le ministre fédéral, avait déclaré que le nouvel aéroport créerait 75 000 emplois. Alors, on a fait des études, ce qui s'appelait à l'époque la Commission de développement de la région de Montréal, dont j'étais secrétaire, pour se rendre compte, au bout de nos études, à peine 1 an, que l'aéroport ne créerait pas d'emplois.
qui créerait de facto à peu près 700 emplois. Et quand on a fait notre rapport, je me souviens très bien, M. Bourassa était vraiment, vraiment désappointé. Et ça a été la fin, donc, de ce dossier-là, parce que c'est désintéressé complètement du dossier. C'est l'abbé James qui a pris le dessus. qui va prendre la relève. Mais malgré tout, l'aéroport est construit à Sainte-Scolastique. Je vais transférer au ministère des Transports pour m'occuper du train qui doit relier l'aéroport au centre-ville de Montréal. Là, vous parlez donc de Mirabel, hein, l'aéroport de Mirabel. Scolastique qui est devenu Mirabel. Mirabel, oui. Et donc, je continue dans le domaine des transports. Tellement qu'au bout d'un certain temps, les gens croyaient que j'étais ingénieur en transport. C'était devenu votre spécialité. C'est un autre aspect de l'époque où on pouvait toucher à beaucoup de domaines, où on devenait ni plus ni moins que polyvalent. Alors, je suis au ministère des Transports pour m'occuper de ce dossier-là, quand finalement, Claude Morin et Louise Baudouin, qui est son adjoint, qui est bien connu, qui va devenir ministre à son tour, me recrutent comme candidat dans le comté de Charlesbourg. Ils me recrutent dans le comté de Charlesbourg parce que, d'abord, je demeure à Charlesbourg à l'époque, mais surtout parce que Jean-François Bertrand, qui avait d'abord été pressenti pour poser la candidature du Parti québécois dans cette circonscription, avait abandonné soudainement. Alors, on m'appelle, puis je les rencontre, et puis on me dit, ben, tu ne seras pas intéressé. Je suis membre du Parti québécois depuis toujours, depuis le tout début. J'ai même ma carte fondatrice, comme fondateur du RIN à l'époque, imaginez-vous. Alors, dès les années, début des années 60, je fais partie de la mouvance nationaliste avec le RIN, le MSA, puis ensuite le Parti québécois. Et ils me connaissent donc aussi à la fois comme fonctionnaire, mais aussi comme militant du Parti québécois. Et c'est comme ça que, finalement, je vais présenter ma candidature à la députation dans le comté de Charlesbourg. Mais vous n'êtes certainement pas le premier à militer tout en étant fonctionnaire ou être engagé politiquement tout en étant fonctionnaire, mais est-ce qu'il y avait un conflit en vous à propos de ça? Est-ce que vous viviez bien les deux parcours, professionnels et militants? Oui, au fond, on se disait, tout le monde, à l'époque, avec nos profs qui étaient devenus souvent eux-mêmes des hauts fonctionnaires très engagés politiquement, et M. Morin qui finalement va quitter ses fonctions de haut fonctionnaire pour présenter sa candidature lui-même, devenir éventuellement ministre. Il y a comme une osmose entre la fonction publique et le milieu politique à l'époque. Vous vous projetiez comme député ou comme candidat? Absolument pas. À l'époque, je continuais mon parcours de fonctionnaire, mais au fond, c'est pas étrange qu'on me recrute compte tenu de mes opinions politiques qui étaient bien connues, etc. Oui. Donc, vous vous portez candidat. Il y a une investiture, j'imagine? Oui. Alors ça a été, disons, le défi le plus difficile à surmonter. Ça a été la Convention. Pourquoi? Parce que j'avais comme adversaire à la Convention un médecin, le docteur Roy, qui était d'ailleurs mon médecin de famille. Il y avait beaucoup d'amis libéraux. Alors, ils ont dit, on va t'aider à te faire élire candidat à la députation, mais une fois, évidemment, que tu seras choisi député, candidat, on va revenir chacun, parce que personne ne croyait que le Parti québécois allait être élu du premier coup en 1976. Alors, on s'est retrouvés dans une convention de 2000 personnes. Ça n'avait aucun bon sens, dans le sous-sol d'une église. Et au premier tour, je suis arrivé deuxième.
Et vers presque 1 heure du matin, j'ai été élu parce que les libéraux qui allaient voter pour le docteur Roy, même s'ils n'étaient pas péquistes, mais ils avaient pris leur carte pour aider leurs médecins, etc., dans la réalisation de ses ambitions. Ces gens-là étaient restés dans la réunion, la convention pour le premier tour, mais après ça, ils étaient retournés chez eux. Alors, j'ai été élu finalement vers 1 heure du matin, candidat dans Charlesbourg. Est-ce que M. Lévesque était venu pour M. Lévesque est venu plus tard, une fois que je suis choisi candidat. Parce que Charlesbourg était considéré comme un bon comté. On ne savait pas à l'époque que finalement, on était en train de devenir le gouvernement. On pensait devenir la position officielle. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour de l'élection? C'est sûr que c'est une explosion de joie. Oui. C'est certain. C'est la première fois. On n'est pas un parti ordinaire. On a un projet de pays. Et on est élu du premier coup. Vous allez me dire non, parce qu'il y a eu des députés du Parti québécois auparavant, mais c'est vraiment l'explosion qui se produit à ce moment-là, dans les années 60, 75, 76. Et c'est inattendu un peu. Mais les gouvernements s'usent assez vite. Alors, M. Bourassa avait fait 2 mandats. Nous, on va faire 2 mandats. Puis si vous regardez un peu, là, des régimes qui durent comme M. Duplessis avec 3 ou 4 mandats, c'est fini. Dans la presse de l'époque, on vous présente à ce moment-là comme quelqu'un de réformateur. Oui. Comment vous l'expliquez? On est tous plus ou moins réformateurs dans un sens. Le Parti québécois est un parti réformateur. Ce n'est pas un parti comme les autres qui veut tout simplement améliorer les choses, mais qui veut les changer en profondeur. En plus, on veut créer un pays. On a promis de faire un référendum là-dessus. On a tous cette épithète de réformateurs, c'est-à-dire de gens qui allions changer les choses. Et effectivement, on a changé pas mal de choses. On a été un gouvernement réformateur, du moins dans le premier mandat. Donc, on revient juste un petit peu en arrière. Quand vous êtes élu, comment vous voyez le rôle de député? Parce que le gouvernement, vous connaissiez, la fonction publique, vous connaissiez, vous aviez des ministres comme patrons, mais le rôle de député, est-ce que c'était quelque chose que vous connaissiez? Non, évidemment, je ne connais pas le rôle de député, bien que je disais que mon père était fonctionnaire. Et de temps en temps, il m'amenait dans les tribunes lors de la période de questions avec M. Duplessis à l'époque. Alors, c'était mon premier contact avec ce qui était à ce moment-là le Parlement, comme on l'appelait. Non, mais en vrai dire, à part une connaissance purement théorique, on ne sait pas ce que ça veut dire véritablement. Et comment vous avez trouvé ça? Difficile, extrêmement difficile. Et je pense que ça l'est encore, qu'il y a des réformes importantes qui devraient être faites de ce côté-là. Oui, mais pourquoi c'était difficile pour vous à l'époque? Parce que la façon dont le Parlement de type britannique est organisé, il y a ce qu'on appelle la période des questions. Et il y a cette espèce d'opposition fondamentale entre le gouvernement et l'opposition, comme on l'appelle. Et il y a quelque chose d'artificiel. Il y a beaucoup de temps perdu et on doit passer à travers ce cérémonial. Les députés ordinaires, entre guillemets, les simples députés, ce qui est un peu ridicule comme appellation, mais c'est comme ça qu'on les appelle, les simples députés, imaginez-vous. C'est ça, ils sont plutôt
pour le décor, en grande partie. Alors, il y a des exceptions parfois. Je me souviens du dossier de l'aide à mourir dans la dignité, où on fait une commission multipartite. Madame Yvon dirige le dossier. Les députés se promènent à travers tout le Québec. Et là, on voit vraiment des députés qui ont vraiment une tâche de législateur, qui participent à la législation. Mais c'est l'exception. C'est ça qui est intéressant quand on va en politique. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui a permis, d'ailleurs, cette réforme absolument extraordinaire, importante. Pourquoi? Parce que tout le monde a été impliqué, non pas comme adversaire, mais comme membre d'une équipe au sein d'un comité, d'un comité parlementaire. Mais c'est l'exception. Oui. Est-ce qu'à l'époque, vous auriez pu imaginer ce genre de choses? Est-ce que ça aurait... on faisait des recommandations pour ça. Ah oui. Plusieurs députés le demandaient. Quand je vais devenir simple député, à un moment donné, parce que je ne suis pas renommé ministre lors du deuxième mandat, je vais travailler avec d'autres députés pour essayer de relancer cette idée que les députés devraient être mis à contribution davantage, pas simplement des figurants. Et sur le terrain, dans votre circonscription? Ah ben là, c'est autre chose. Sur le terrain, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant. On rencontre les électeurs, on rencontre le maire, dans mon cas, le maire de Charlesbourg, les gens des chambres de commerce, etc., etc. Bref, du fait qu'on est député, on a accès, si l'on le veut bien, évidemment, à moins de rester tout seul dans son bureau, mais si on veut vraiment participer à une espèce d'animation politique, on peut le faire. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on reçoit à ce moment-là des feedbacks, on reçoit des réactions, on reçoit des suggestions. Ouais. Et parfois, évidemment, des oppositions. Et puis aussi, quand on est ministre, ben là, il y a des rencontres à avoir avec tout le milieu qui est concerné par son propre ministère. Alors ça aussi, c'est intéressant, évidemment. Et puis, en fait, il y a aussi, je dirais, des tournées qu'on organise pour rencontrer du monde, de la société en général, pour exposer un peu la politique gouvernementale, notre politique, et puis de recevoir des suggestions. Alors, par exemple, dès l'automne 76, ou au printemps 77, moi, on m'envoie rencontrer des gens de ce qu'on appellerait maintenant la MRC de Verchères, à Contrecœur, Verchères, etc. Rencontre des maires. Alors, un lundi matin, tôt, on se trouve dans une salle paroissiale ou une salle de municipale, et puis on rencontre une vingtaine de maires. Et on est là pour, soi-disant, essayer de faire la promotion de la souveraineté et d'obtenir leur appui lors du référendum qu'on a promis d'organiser. Et là, ça ne les intéresse d'aucune façon. Aucune question là-dessus. Mais toutes les questions portent sur des questions terre à terre qui concernent les maires en question. Leurs questions d'égout, d'aqueduc, de subventions, etc. Alors, c'est super intéressant et évidemment instructif. Parce que là, tu te rends compte qu'au fond, une grande partie de notre programme ne pénètre absolument pas dans la société civile. Qu'on a beau, nous, parler entre nous de toutes ces choses-là, d'aller faire des discours, etc., mais quand on va là, dans le vrai monde, entre guillemets, là, ben, ça ne les intéresse pas du tout.
Une autre chose aussi qui est la réalité, ce sont les négociations collectives avec les secteurs de la fonction publique et vous étiez... Ah là là! Ouais, ça aussi, c'est Là, vous touchez sur un point extrêmement important et crucial. Le ministre de la fonction publique, à l'époque, c'est le ministre qui doit coordonner toute l'action gouvernementale en ce qui concerne les conventions collectives. Il a beau faire, en principe, partie du Conseil du Trésor. Oui. Je suis vice-président du Conseil du Trésor. Il reste que le ministre responsable, c'est le ministre de la fonction publique. Alors, dès le début, j'ai été affronté à des renouvellements de conventions qui étaient le reste de ce qu'avait fait auparavant le régime Bourassa. Il restait quelques syndicats qui n'avaient pas encore de convention collective. Entre autres, il y a Radio-Québec. Le syndicat est marxiste-léniniste de la tendance trotskiste, je ne sais pas trop, mais en tout cas, pour vous dire, là, ce sont des durs. Et là, je suis obligé de leur dire, écoutez, parce que nous, là, on a été élus avec un préjugé favorable aux travailleurs. Oui. Puis là, je suis obligé de dire aux travailleurs en question, aux travailleuses, écoutez, je ne peux pas faire autre chose que ce que M. Bourassa a fait avant, ce que les autres syndicats ont eu. Il faut que je vous donne la même chose. Sinon, je suis obligé de tout réouvrir ce qui a été passé. C'est absolument impossible. Alors là, tu vois que t'es jeune fonctionnaire, tu as été élu ministre, mais là, tu rentres dans le vrai monde, là, avec les vrais problèmes. Ouais. Tu dois mûrir assez rapidement. Alors, ce que je vais faire, c'est que finalement, au fil des années qui vont suivre, 1, 2, 3 ans, je vais convaincre M. Lévesque qu'il faut transférer la responsabilité, la coordination des négociations du ministère de la fonction publique au Conseil du Trésor, qui est dirigé à l'époque par M. Parizeau. Parce que je me dis, moi, je ne veux pas vivre ce qu'a vécu avant moi, par exemple, Jean-Paul Lallier, avec les grèves épouvantables que M. Bourassa... je ne veux pas être la brebis sacrificatoire qui va gérer la prochaine ronde. Alors, M. Lévesque accepte ma suggestion et on transfère tout au Conseil du Trésor. M. Parizeau est très content parce que là, ça lui donne encore plus de pouvoir comme président du Conseil du Trésor. Mais en même temps, j'obtiens que ce soit Lucien Bouchard qui devienne le futur coordonnateur des négociations collectives pour le gouvernement. M. Parizeau, c'était pas son poulet. Ouais. Alors, Lucien Bouchard va devenir le coordonnateur des négociations. Mais je me débarrasse du fardeau en le transférant au Conseil du Trésor. Parce que là, il y a un référendum à préparer aussi. Oui. Donc, si vous sentiez les reculs avec les maires de l'AMRC, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais sur la rive sud de Montréal, il y en a eu d'autres ailleurs, et il y avait aussi les syndicats. Alors, vous touchez un point extrêmement important. Quand je suis ministre de la fonction publique, je vais créer ce qu'on appelle l'Office de la rémunération, qui a pour objet de faire des études sur la correspondance des rémunérations entre les différentes fonctions dans la fonction publique par rapport à des fonctions semblables dans le privé. Okay. De façon à avoir une opinion plus scientifique, disons, des propositions qu'on devrait faire aux fonctionnaires. Est-ce que les fonctionnaires sont mieux ou moins bien payés que ce qu'on retrouve dans la fonction publique en général? Ça me paraissait un élément, disons, important dans la discussion. Alors, quand on va faire la première revue
l'Office va arriver avec la conclusion que pour la prochaine convention collective, on devrait offrir 0 parce que les fonctionnaires sont déjà mieux traités. Bien au-delà du privé. Mieux traités que le reste de la population. Alors, évidemment, ça n'a pas de bon sens, hein? C'est pas ça qu'on va faire. Alors, on va quand même offrir des augmentations. Et là, il va se passer quelque chose d'absolument important. Une fois qu'on semble avoir réglé la négociation avec le Front commun, que même M. Bouchard est retourné au Saguenay, son mandat est rempli, oui. Les syndicats vont approcher M. Parizeau en lui disant, écoutez, si vous bonifiez l'offre, on va recommander à nos commettants de voter oui au référendum. Et effectivement, il va y avoir un dépassement du mandat qui a été donné par le Conseil du Trésor aux négociateurs. Et ça va monter ça va être très important comme cagnotte supplémentaire. Mm-hmm. Et ça va revenir en 1981-82, quand finalement on est obligé, en pleine crise économique, oui. d'aller chercher de l'argent dans les poches des fonctionnaires. Mm-hmm. Je vais m'opposer à ça. Je vais dire non, on ne peut pas revenir en arrière, mais on devrait geler les conventions collectives. Alors finalement, vous savez ce qui va arriver. On va être obligé de passer une loi spéciale. Mm-hmm. Nous qui avions été élus avec le préjugé favorable aux travailleurs, ben on va aller chercher l'équivalent du bonus qu'on avait donné les années auparavant dans les poches de tout le monde. L'espèce de piscine qu'on a appelée à l'époque parce que les salaires devaient baisser pendant 2 ou 3 mois, puis ensuite revenir. Alors, mais on récupérait comme ça environ 700-800 millions de dollars. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors j'avais eu le nez fin en me débarrassant de ce dossier-là, puis en l'envoyant au Conseil du Trésor. Si on revient juste quelques mois auparavant, donc le référendum, bon, évidemment, vous l'avez dit tantôt, 40% appui pour le oui. Et qu'est-ce que ça a créé chez vous? Plutôt une stimulation pour continuer, pour essayer de convaincre davantage de gens, ou une défaite, un désappointement? Moi, je vous avoue que, compte tenu de mes connaissances acquises en sciences sociales en particulier, les sondages et tout ça, les connaissances là-dessus, moi, je savais que... Ça ne passerait pas. Qu'on resterait à 40%. Mm-hmm. Il y a eu l'épisode des Yvettes, comme vous le savez, avec Mme Payette, qui a eu des remarques malhabiles, disons. Moi, je n'en ai pas voulu pour ça. Et puis, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas diminué. Non. Tout est resté pareil. Mm-hmm. Autrement dit, on est parti avec 40% en 1976. Puis en 1980, on va finir avec 40%. Oui. Mm-hmm. Alors, il s'agit de dossiers qui touche de façon profondément que la population ressent profondément et puis ne change pas d'idée si facilement sur des convictions intimes là, de ce genre-là. Ouais. Elle va changer d'idée sur certaines choses, mais sur d'autres, ça va prendre du temps. Vous devenez ministre des Transports, un domaine que vous connaissiez, à l'automne 1979. Est-ce que ce changement vous a déstabilisé ou vous étiez
content de changer de Ah ben, domaine. j'étais content parce que, comme je viens de le dire, j'avais à toute fin pratique annihiler la fonction publique en transférant les négociations collectives au Trésor. D'ailleurs, le ministère va être aboli 3 années plus tard. Je vais avoir un successeur. Je vais avoir M. Gendron qui va devenir ministre de la fonction publique. Mais après M. Gendron, il n'y aura plus de ministère de la fonction publique. Alors, oui, on va me nommer ministre de la fonction des Transports. Un domaine qu'effectivement, je connais parce que mes dernières fonctions sont au ministère des Transports. J'étais devenu adjoint du ministère des Transports, adjoint du sous-ministre, pour m'occuper du fameux dossier du train de banlieue qu'on devait implanter entre le centre-ville de Montréal et le nouvel aéroport de Mirabel. Ben ça va tout, vous le savez maintenant, tout ce dossier-là va tomber à l'eau parce que le gouvernement fédéral, finalement, n'ira pas jusqu'au bout de son projet. Je vais avoir fait changer les plans de l'aérogare pour prévoir une aérogare dans le sous-sol pour le futur train. Ben, ça a été un échec total. J'en ai eu quelques-uns comme ça. Mais cette période-là a été vraiment difficile quand même pour le gouvernement, pour les gens qui vivaient dans cette région-là aussi. Ça doit pas être de tout repos. C'est l'autre aspect du dossier. Mais à partir du moment où le gouvernement fédéral a décidé de mettre l'aéroport, ben, on essaie, nous, d'en tirer le meilleur parti. Alors donc, c'était mon dossier, le dossier du train de banlieue qui ne sera jamais construit parce que l'aéroport, finalement, n'ira pas jusqu'au bout du projet. On ne fera pas, on complétera pas la phase 2 de l'aéroport, qui sera jamais faite. Et puis, finalement, on va fermer l'aéroport. On a reculé. C'est un dossier maudit fédéral, épouvantablement mal géré par le gouvernement fédéral. Je change de sujet. Je deviens quand même ministre des Transports pour m'occuper de nos affaires. Oui, oui. Et je suis très content, effectivement. On va compléter des bouts d'autoroute qui sont toujours pas finis. La 40 entre Neuville et Trois-Rivières, par exemple. Les structures sont dans le champ, mais il n'y a pas d'autoroute. Bon, je vais terminer ça. La même chose à l'ouest, complètement, avec l'autoroute 20, qui arrête en plein milieu là, de l'agglomération de Montréal pour l'envoyer jusqu'à l'extrême ouest. L'autoroute du Frein-Montmorency, à Québec même, qui est arrêtée là, à côté de l'Anglopole, là, avec les viaducs et tout. Mais il manque le milieu qui est pas fait. Pourquoi? Les environnementalistes vont s'opposer au tracé de l'autoroute qui passe en plein milieu de la baie de Beauport. Alors, je vais dire aux fonctionnaires, écoutez, trouvez-moi un autre tracé. On va prendre un nouveau tracé sur le long des berges. On épargne donc la baie de Beauport. Et je vais recevoir des félicitations des oiseologues, évidemment, qui sont très contents de cette décision-là. Alors, ça a été les premiers travaux. Mais les plus importants, ça a été la région de Montréal, où là, déjà, quand j'étais fonctionnaire, on avait auparavant, à la CDRM, à la Commission de développement de la région de Montréal, on avait essayé d'élaborer un plan d'ensemble pour les transports collectifs dans la région de Montréal, un plan cohérent. Et ce plan-là était prêt au moment où je deviens ministre des Transports. Je vais le présenter aux membres de la communauté urbaine de Montréal. Tout le monde est d'accord avec le plan. Et donc, il reste à régler certains
aspects, notamment les aspects financiers. Et un aspect financier important, c'est qu'à l'époque, les trains de banlieue sont gérés par le Canadien national et le Canadien Pacifique, qui menacent d'abandonner les trains de banlieue. Alors, l'année suivante, je vais décider unilatéralement, parce que le ministre des Transports a des pouvoirs unilatéraux extrêmement importants. Quand je vous dis, par exemple, je vais terminer l'autoroute entre Trois-Rivières et Québec, je n'ai pas de permission à demander à personne. Le ministre des Transports a une grande latitude. Alors, je vais donner 9 millions de dollars à la communauté urbaine pour lui permettre d'assumer à la place du CN et du CP l'administration des trains de banlieue qui vont être maintenus, qui sont un des enjeux très importants dans la région de Montréal, vous le savez. Alors, je vais convaincre le maire Drapeau d'arrêter l'autoroute Ville-Marie, qui doit se rendre jusqu'au pont Louis-Hippolyte Lafontaine. Alors, vous imaginez, là, une autoroute en plein milieu d'Hochelaga-Maisonneuve, le long du port, là, avec les résidences, les secteurs résidentiels qui sont tout près. Une immense autoroute qui continue, un peu comme le boulevard des Carrés, si on veut, mais du côté est. Alors, j'obtiens du maire son accord, comme quoi j'arrête l'autoroute Ville-Marie à Vigée, là où elle est arrêtée actuellement. Et puis pour le reste, on va faire un boulevard urbain, avec des arbres au milieu, des voies réservées pour les autobus, quelque chose donc qui est plus civilisé et plus en rapport avec l'habitat qui est déjà là. Alors, ça, c'est mon dossier principal. Je vais essayer de mettre ça en place. Vont arriver les élections. Je vais changer de ministère. Enfin, je ne serai même plus ministre. Et tout ça va tomber à l'eau parce que c'est de l'austérité. Alors, ça a été mon échec de ce point de vue-là. Je regarde ça. Puis, c'est pas mon échec personnel, je sais bien, c'est l'échec du gouvernement. C'est aussi la conjoncture, le fait que on est dans une crise économique terrible et budgétaire. Et ça va être le deuxième mandat de M. Lévesque, avec ce qu'on va faire contre les fonctionnaires, en allant chercher la ponction qu'on leur avait donnée, soi-disant, pour gagner le référendum. Et moi, je me retrouve simple député, et heureusement, parce qu'au fond, il y a le premier mandat Lévesque, puis le deuxième, c'est l'enfer. Et c'est souvent le cas. Des gouvernements qui, au fond, et des premiers ministres qui, au fond, ne sont pas capables de continuer avec un nouveau mandat, avec l'élan du premier, et puis finalement, tout s'en va là, à volo. Puis M. Lévesque, à l'époque, moi, j'ai des très bonnes relations avec M. Lévesque. Même quand je ne suis plus ministre, là, j'ai des très bonnes relations avec lui. Et parfois, je lui dis « Comment ça va, M. Lévesque? » Puis là, il me répond « C'est le stress. » Il était déjà complètement, je dirais, dans un état second où il se rendait bien compte qu'il était premier ministre d'un gouvernement qui allait nulle part. Puis au lieu de démissionner après le référendum, comme M. Parizeau va le faire, il va rester. Puis vous savez comment ça va se terminer, finalement. Il va finir par démissionner, mais parce qu'il est rendu à la dernière extrémité. C'est la tragédie moderne des gouvernements qui ont de la difficulté à perdurer.
les cycles économiques en particulier agissent dans ce sens-là, finissent par mettre tellement d'obstacles sur le plan financier et c'est la tragédie du deuxième mandat. Alors moi, ce que je vais faire, je vais m'occuper dans un comité qui s'appelle le Comité de développement économique des députés, de rédiger un dossier qui va s'appeler qui va proposer la création d'un fonds de solidarité. Ça va être distribué à une soixantaine d'exemplaires. Je vais le remettre à M. Parizeau, dont je suis devenu l'adjoint parlementaire. Et puis finalement, de fil en aiguille, ça va devenir le fonds de solidarité. Je trouve que c'est quasiment c'est la réalisation quasiment dont je suis le plus fier. On va revenir sur la campagne de 1981. Alors, elle se déroule avec, comme contexte, une modification de la carte électorale. Est-ce que ça a eu une incidence sur votre campagne, justement? Non, pas du tout. C'est sûr qu'on a créé le comté de Chauveau, qui est à l'ouest du comté de Charlebourg, qui était un immense comté déjà en 1976. Alors, on a fait 2 comtés à partir du comté de Charlebourg. Non, ça n'a pas affecté d'aucune façon, parce que les deux comtés sont semblables sur le plan démographique, occupationnel, etc. Beaucoup de fonctionnaires dans les 2 cas. Alors, donc, ça ne m'a pas affecté. Vous avez souhaité aussi proposer un projet de modernisation du port de Québec. Dans le port de Québec? Oui. Pas tellement dans le sens de modernisation du port que de ses environs. En fait, les abords du port de Québec empiétaient, au fond, sur la vieille ville. Et on a même construit, à un moment donné, des condos en plein sur le fleuve. Maintenant, le port lui-même appartient au gouvernement fédéral. Alors donc, un ministre des Transports ou un ministre du gouvernement du Québec, tout ce qu'il peut faire, c'est essayer d'obtenir des concessions en ce qui concerne le développement du port et des terrains fédéraux. Alors, on a réussi finalement à conserver tout ce qui est actuellement un parc là, face au Musée de la civilisation. Alors, c'était un aspect important des choses. Cette partie-là de la ville appartenait à la ville de Québec, finalement. Et finalement, le port a accepté de ne pas empiéter autrement que dans ce qu'on appelait la gare fluviale où on accueille les grands navires. Mais sinon, c'est un dossier sur lequel comme gouvernement, on a peu de prise. Alors ça, c'est un peu l'aspect un peu ridicule de la façon dont les choses fonctionnent au Canada, où les aéroports et les ports dépendent du gouvernement fédéral. Aux États-Unis, normalement, ces infrastructures-là dépendent de l'État, mais ici, ou de la ville même. Mais ici, ça dépend du gouvernement fédéral. C'est peut-être pour des raisons historiques, mais ça a des conséquences importantes en termes de capacité des villes d'aménager leur territoire. Oui. Parce qu'elles n'ont pas Ils se trouvent en territoire étranger, ni plus ni moins. Oui. On va reparler de votre deuxième mandat. Vous disiez que, M. Lévesque, vous n'avez pas donné de charge de ministre. Comment est-ce que vous avez encaissé cette décision? Au fond, je m'en doutais un peu que ça allait arriver comme ça. Je n'ai pas été tellement étonné.
j'avais mon franc-parler et je commençais à me rendre compte qu'au sein du cabinet du premier ministre, il y avait des gens qui avaient leurs propres opinions sur, entre autres, le système de transport, sur les autoroutes à construire ou pas, et qui au fond, n'approuvaient pas mes projets. Mm-hmm. Alors, le fait que je m'entende avec le maire Drapeau, par exemple, à Montréal. Alors donc, ça ne m'a pas étonné, finalement, que... Et puis aussi, la santé financière du gouvernement, elle se détériorait à vitesse grand V. Et il n'était plus question d'avoir un ministre développeur. Oui. Il fallait tout simplement s'occuper de ce qui était là et de tenir le fort, c'est tout. Mm-hmm. Je vais vous donner un exemple. J'avais proposé à la Ville de Québec la mise sur pied d'un tramway. Mm-hmm. Imaginez-vous, on est en 1980-81. Et j'ai financé avec l'accord du maire de Québec, M. Pelletier, avec lequel je m'entendais très bien, avec les maires de la communauté, qui étaient d'accord aussi, j'ai financé une étude pour l'implantation d'un tramway à Québec. Le rapport est venu, favorable, et le projet qu'on fait actuellement à Québec, ou qu'on essaie de partir à Québec, c'est exactement le même projet qu'en 1980. Mm-hmm. Ben, il n'était plus question de s'embarquer dans des choses pareilles. Ouais. Alors, un ministre qui commence à avoir trop d'idées, trop de projets, ben, oui. ça marchait plus dans le portrait de l'époque. Et oui. Effectivement, les ministres qui ont suivi ont tout arrêté. Tout a été arrêté. Oui. Le plan de transport de Montréal a été mis de côté. Le tramway à Québec a été mis de côté. On a même modifié unilatéralement des parties d'autoroute, comme l'autoroute du Frein-Montmorency, où on a fait une sortie complètement aberrante sur l'autoroute, où il y a eu des morts ensuite. On a mis un feu de circulation, etc. C'est toutes sortes de choses semblables où, au fond, un ministre technique, un ministre qui était plus développement et technicien, on me reprochait de ne pas être assez politique. Quels étaient vos rapports avec le caucus? Avec le caucus de la région, ouais. Oui, à un moment donné, je suis devenu président du caucus de la région. J'avais des bons rapports, mais disons qu'il y avait aussi des frictions à l'occasion. Prenons un exemple, le musée de la civilisation. M. Vaugeois a son idée là-dessus, il raconte l'événement à sa façon. Mais j'ai joué un rôle important dans la décision de M. Parizeau d'autoriser les dépenses pour créer un musée de la civilisation. J'ai fait les démarches auprès du maire Pelletier pour obtenir un terrain et on est allé voir le terrain où est le musée actuellement, où il y avait un projet de HLM. Imaginez-vous, un des plus beaux terrains de Québec, dans le vieux Québec. On devait faire un HLM, là. Alors, je dis au maire, si tu nous donnes le terrain pour $1, on va éviter beaucoup de délais avec les notaires, les ci et les ça. Et puis, tu vas y regagner parce que quand le musée va être construit, on va te payer des taxes foncières. Alors, c'est ça qu'on a fait. Il a changé complètement la fonction prévue du terrain, qui est devenu donc un terrain pour le musée. On a fait ensuite le concours d'architecture qu'on a lancé à toute vapeur. Parce que ces projets-là, souvent, les partir, c'est une chose, mais les mener à bien, c'est très compliqué. Le député du comté, Tachereau, lui,
dans son comté, il travaillait avec les membres du parti, etc., dans son comté, puis il tenait à faire un HLM, là. Alors, il appelle le premier ministre, puis il se plaint du ministre des Transports, qui ne se mêle pas de ses affaires, et puis qui change la fonction du... Monsieur Lévesque m'appelle, il dit « Qu'est-ce que vous faites là? » C'est que monsieur le député de Tachereau, Richard Gay, n'est pas de bonne humeur. Ben, j'ai dit « Écoutez, je raconte l'histoire. » C'est parfait, correct. Puis, alors, ça fait des frictions, c'est évident, parce que parfois, vous pilez sur des pieds en agissant. Si vous ne faites rien, vous êtes tranquille, vous laissez les choses aller, ben, vous avez moins d'occasion de piler sur des pieds. Or, moi, j'étais plutôt actif. Oui. Ça m'intéressait d'être ministre pour autant que vous ayez des coups de j'avais des projets puis que je les réalisais. Être ministre, simplement pour tenir le temps, ça ne m'intéressait pas. Puis à partir de 1981, ben, au fond, le gouvernement a tenu le temps. Parce que la crise économique était terrible, puis les finances publiques étaient telles qu'on ne pouvait plus rien faire. C'est ça qui s'est passé dans le deuxième mandat. Le premier mandat, on a fait des choses, puis le deuxième, on a tenu le temps. Et vous avez quitté la politique, donc, pendant ce temps-là, au cours du mandat, en novembre d'ailleurs, je pense. Et qu'est-ce qui a motivé ou déclenché votre départ? Bien, là encore, comme j'expliquais tantôt, un député n'a pas une grosse fonction. La plupart des députés font de la figuration. On avait quand même créé ce comité sur le développement économique et puis j'avais fait mon rapport sur le Fonds de solidarité. Et puis, je ne voyais plus d'autres intérêts à rester. De toute évidence, ça n'allait pas bien. On sait ce qui va se passer plus tard avec le beau risque et tout ça, les démissions de ministres. Tu sais. Tu voyais que tout s'en allait à volo, au fond. Oui. Alors, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'avais tissé des liens avec M. Lamarre, qui était président de Lavalin, puis il m'a dit, ça vous tente plus de faire de la politique, venez donc me voir, moi j'ai du travail pour vous. Alors, je dis, tiens, je vais prendre son offre. Et puis, il m'a offert à ce moment-là soit d'aller en Thaïlande, soit d'aller en Algérie pour gérer le bureau local de Lavalin. Alors, j'ai choisi l'Algérie parce que je connaissais le monde musulman déjà. Je m'intéressais beaucoup au monde musulman. Alors, je suis allé en Algérie. Et puis, ça m'a permis justement de me ressourcer pendant 1 an ou 2, et puis de repartir sur un nouveau pied. Pendant ce temps-là, au fond, il ne s'est à peu près rien fait au sein du Parti québécois, là, ou du gouvernement. C'était un gouvernement qui tenait le fort, tout simplement. C'est une faveur que me faisait M. Lévesque en me renommant plus ministre. C'était pas une punition, c'était une faveur. D'ailleurs, tous les membres du comité des membres du Conseil du Trésor ont été renvoyés. Même M. Parizeau, pour qui la fonction de président du Conseil du Trésor était plus importante parce qu'il contrôlait plus de choses au niveau du Conseil du Trésor qu'au ministère des Finances, ben, on lui a dit de laisser la présidence du Conseil du Trésor. Puis on l'a confiné au ministère des Finances où tout ce qu'il faisait, c'était gérer la décroissance, gérer la crise économique et financière. Quels étaient vos rapports avec Jacques Parizeau? Très bons. Je pense que je l'avais connu auparavant comme jeune fonctionnaire. Je ne vous mentionne pas le dossier, ça nous mettrait trop loin, mais puis j'avais été au London School,
comme Ouais, lui. comme lui, oui. Alors, je faisais partie d'une espèce de club des anciens du London School. Pour lui, c'était important dans sa vision à lui. Et finalement, j'étais pas un ami de monsieur, mais j'étais comme son protégé, si je peux dire. Et je suis resté tout le temps, jusqu'à ce que finalement, il décède. Est-ce que M. Parizeau vous a influencé sur votre façon de voir la politique? Pas vraiment. Au fond, j'étais un peu un loup solitaire. Pierre Marois disait « Denis, tu es un libre penseur ». Et c'est vrai que j'étais pas... j'étais un bon joueur d'équipe, mais j'avais ma propre façon de faire, qui n'était pas nécessairement la façon commune de fonctionner. Parce que les gens en politique surveillent leur arrière. Ils sont craintifs parfois, ils sont timorés. Et moi, je ne le suis pas. Je dis ce que je pense. Et évidemment, parfois, je dis trop ce que je pense. C'est évident qu'à un moment donné, ça devient un défaut. Ça vous a joué des tours de dire ce que vous pensez? Ça m'a joué des tours, oui. Et avec raison. Alors, on n'a pas que des qualités, hein? On a certaines qualités. Souvent, on a les défauts de ces qualités. Et j'avais ce défaut-là. Oui. En 1996, Lucien Bouchard va vous nommer délégué général à Bruxelles. Oui. Avez-vous aimé cette expérience? Ah oui. Ben, j'étais à la Ville de Québec et puis on a fait des choses à la Ville de Québec intéressantes. Je me souviens de quelques dossiers là, que j'ai dirigés. C'est un type de dossier, moi. Alors, on a fait des bons dossiers. Puis à un moment donné, ben, il y avait comme un cul-de-sac. Alors, j'ai dit, bon, ben, je vais aller faire un tour ailleurs. Et puis, je suis allé me ressourcer, au fond, parce que souvent, j'étais tellement impliqué à fond dans un dossier qu'il faut que tu te rendes compte aussi qu'à un moment donné, peut-être que tu as besoin de prendre un peu de recul. Alors, je suis allé à Bruxelles et j'ai adoré ces 2 années-là. Ça m'a permis, d'abord, de voyager, de connaître une partie de l'Europe que je ne connaissais absolument pas. Et puis aussi de faire des relations importantes avec les dirigeants belges que j'ai adoré, au fond. Cette façon. Alors là, j'ai un rôle complètement différent. Je n'ai pas un rôle de faiseur de politique, j'ai plutôt un rôle de comment dirais-je, de nouer des liens avec, oui, avec des représentants politiques. Vous êtes là pour faire des relations publiques, dans un sens, en bonne partie. Oui. Est-ce que ça a changé votre point de vue sur la Ville de Québec, d'être à l'extérieur, puisqu'après, vous allez venir à la direction de la Ville? Dans le sens que ça a confirmé certains points de vue que j'avais sur la Ville, en allant à l'extérieur, voir, entre autres, l'urbanisme européen. Ben, ça m'a confirmé dans ma certaine vision de la ville. Quand on a fait, par exemple, le Jardin Saint-Roch, c'est mon idée de faire le Jardin Saint-Roch. Parce que là, vous êtes revenu à Québec et vous devenez directeur général. Alors là, quand je vais revenir de Bruxelles, là, les choses ont changé à Québec. On fait des fusions municipales. Oui. Alors, comme je suis un type de dossier, un type de construction, ben, je dis, c'est formidable. Je vais redevenir directeur général de la nouvelle ville. Ça m'intéresse de construire, à partir de 13 villes différentes, 13 organisations, une nouvelle ville.
Alors, pour moi, c'est un défi formidable pour lequel j'étais préparé, de toute façon. Et puis, j'étais reposé de ce genre de vie où vraiment vous êtes stressé parce que vous voulez faire des choses. Et puis, j'ai adoré faire la Nouvelle-Ville, évidemment, y compris ma brève période avec Mme Boucher. Après M. Lallier, c'est Mme Boucher. Qui était, oui. Et puis, j'ai adoré travailler avec Mme Boucher. Et là, j'ai eu des problèmes d'ouïe avec mon syndrome de Ménière et tout ça. Et puis, je me suis mis à avoir des problèmes d'ouïe importants. Alors, j'étais obligé de quitter. Oui, oui. Si j'avais eu l'opération que j'ai eue plus tard, ensuite, avec l'implant cochléaire, qui me permet aujourd'hui de converser avec vous presque normalement, j'aurais continué avec Mme Boucher. J'aimais beaucoup Mme Boucher. Mais vous avez entrepris en 2007 un nouveau défi, un doctorat que vous avez commencé donc à l'ENAP, à l'École nationale d'administration publique. Alors, au fond, je suis un homme d'action, mais je suis aussi un littéraire. J'aime lire. En administration publique, on lit? Alors, justement, aller à l'École d'administration publique, vous apprenez un tas de choses. C'est incroyable ce que vous apprenez. Alors, j'ai fait ma scolarité de doctorat. J'ai appris beaucoup de choses que j'aurais aimé avoir su quand j'étais fonctionnaire. Alors, j'ai adoré faire ça. J'ai fait ma scolarité. Écrire une thèse, non, ça, c'est pas intéressant. La plupart des thèses, c'est vraiment des devoirs, là. De méthodologie. C'est avec des citations à n'en plus finir et tout. C'est trop scolaire. Alors, j'ai pas fait de thèse. Mais, alors là, c'est une nouvelle vie, hein. Je quitte, au fond, la gestion, je quitte la fonction publique. Et puis, c'est une vie intellectuelle intéressante dans laquelle je persiste, au fond. Et puis, je rencontre des gens. Je rencontre parfois des gens de pouvoir, des ministres ou des hauts fonctionnaires avec qui je peux échanger et donner des points de vue. J'adore cette période-là de ma vie. Vous vous êtes investi, par exemple, contre le projet de l'amphithéâtre. Alors, est arrivé le fameux projet de l'amphithéâtre. Comme ancien directeur général de la ville, et aussi comme j'ai des connaissances particulières sur toute la question du sport professionnel, comment ça fonctionne et comment les gouvernements et les villes, pour des raisons politiques parfois très terre-à-terre, du pain et des jeux, comme on disait à Rome, satisfaire le peuple, et aussi tout l'aspect mercantile qu'il y a là-dedans, je connaissais ça. Et je voyais bien qu'on n'avait absolument pas besoin d'un nouvel amphithéâtre. Ensuite de ça, sur le plan économique, ces bêtes-là ne sont pas favorables au développement d'une ville, quoi qu'on en dise. Je vais vous donner un exemple très simple. Frank Sinatra s'en vient au Théâtre Capitole à Québec. Puis à l'époque, c'est pas des millions, on lui donne 25 000 $ pour venir faire un petit concert d'un soir au Capitole. Mais qu'est-ce qui se passe? Prenez de l'argent de Québec, vous le donnez à Frank Sinatra, il fait son show, puis il part avec ensuite aux États-Unis. Vous venez, à toute fin pratique, d'enlever 25 000 $ dans l'économie de la ville. Bon, ça, c'est pas bien grave. Une fois avec Frank Sinatra,
C'est agréable d'avoir un chanteur ou une cantatrice ou de temps en temps étrangère venir faire son tour. Mais quand vous avez une équipe de hockey, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez là, des millions de dollars, vous les sortez de la ville. Il n'y a pas un seul joueur de hockey qui va devenir citoyen de Québec. Tout cet argent-là que vous allez mettre là-dedans, des dizaines de millions, sortent de l'économie d'une ville. En général, dans le sport professionnel, partout, c'est des arnaques contre les intérêts bien pensés des villes. C'est ça, le sport professionnel. La plupart des joueurs de football, de baseball, savez-vous où ils résident? En Floride. Parce qu'en Floride, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Alors, tout l'argent qui circule fout le camp en Floride, de toute façon. Ouais. C'est ça, la réalité. Oui, mais vous allez me dire, oui, mais c'est agréable de voir ces spectacles-là, etc. Oui, mais je me dis, une ville comme Québec, là, n'a pas besoin de ça. C'est une ville dynamique. On a le festival d'été où on fait venir des vedettes internationales. En quoi on a besoin de ce genre de choses-là? Alors, on va dépenser 600 millions, puis je sais que la valeur aussi de l'argent dans le domaine public, on en manque, on n'en a pas trop pour faire des choses importantes, comme un tramway, par exemple. Et puis, on va les mettre ça dans un amphithéâtre qui va être géré par des millionnaires et pour des milliardaires. Ça n'a pas de bon sens. Dites-moi, quel conseil donneriez-vous à une jeune personne, un jeune homme, une jeune femme qui voudrait se lancer en politique aujourd'hui? Bonne question. Pensez-y, pensez-y. Je me demande si, à brûle pour point, si je serais capable d'y répondre. Mais c'est sûr que, regardez, on a besoin d'un système politique qui fonctionne. C'est une des pierres d'assise d'un peuple que son système politique, que son Parlement. Alors, si quelqu'un veut jouer un rôle là-dedans, ben c'est un des endroits les plus importants où on peut jouer un rôle. Et j'encouragerais plutôt cette personne à y aller. Et quel conseil vous lui donneriez? S'il y avait un conseil que vous lui donneriez? Ben d'abord, évidemment, je lui demanderais c'est quoi ses convictions. Elle veut entrer en politique. Pour quel parti? Et pourquoi faire? Et là, je serais en mesure de peut-être de lui dire oui ou non, c'est une bonne idée. Mais c'est sûr que je l'encouragerais. Denis de Belleval, merci pour ces entretiens. Je vous en prie. J'ai adoré cette expérience. Qu'est-ce que vous ressentez en rentrant ici après tant d'années sur les lieux de l'Assemblée nationale? C'est un endroit, ce couloir en particulier, que j'ai traversé de nombreuses reprises, à la fois comme jeune fonctionnaire, comme député, comme ministre. C'est un endroit aussi d'où lequel je vois le bureau de mon père, jeune fonctionnaire au ministère de l'Agriculture. Alors ça me rappelle aussi mon père. Et ça me rappelle une dernière chose, c'est quand j'ai quitté, avec ma fille, je suis venu ici faire une conférence de presse pour annoncer mon départ de député de Charlesbourg, avec ma fille. Alors, j'ai des souvenirs personnels, familiaux, puis évidemment, les souvenirs du travail où j'allais rencontrer M. Parizeau, par exemple, à son bureau,
au Conseil des ministres. C'est quelque chose. Avez-vous souvenir d'un échange particulier au Salon Vert, par exemple? Dans cet endroit, non. C'est un endroit où l'on passe. Mais en même temps, c'est un endroit où on voit beaucoup de choses. Mm-hmm. Et on ressent beaucoup de choses. M. Bourassa avait son bureau ici. Quand je suis jeune fonctionnaire et que je vais lui faire rapport sur le dossier de l'aéroport, du nouvel aéroport international de Montréal, par exemple. Merci, M. de Belleval. Bien, c'est moi qui vous remercie, parce qu'elle m'a rappelé vraiment des bons souvenirs.